Merci d'avoir, surtout à Unidivers, d'avoir pris cette initiative. Je vais dire que je crois que notre rencontre de ce soir, elle est en elle-même un élément de réponse à la question. Nous sommes très variés de convictions, très variés peut-être de positionnements citoyens, politiques ou autres, très variés dans la société, et pourtant on éprouve le besoin de se retrouver. Et je crois que la grande confusion sur l'universalité, c'est que ce mot a été généralement remplacé par le mot uniformité. L'uniformité, l'universalité n'a rien à voir avec l'uniformité. Et je pense que peut-être aurais-je l'occasion de revenir plus précisément sur ce que suggéraient mes amis Claire Lee et le Père Ponchot, et dans ce que tu disais tout à fait à la fin, tu disais la manière dont vous organisez ces procès à l'occidental, ça prouve quoi? Pour moi, ça prouve deux choses. C'est que chez Claire Lee, même s'il est difficile de parler au nom des bouddhistes en général, au total, chez Claire Lee, le sentiment de justice, il est commun à tous. La difficulté, c'est comment l'appétit de justice ou comment le sentiment de justice, comment est-ce qu'il est matérialisé. Ça veut dire comment est-ce qu'on organise, et c'est l'ancien avocat qui parle, le temps de la justice. Je pense que la prétention qui est de dire que la justice ne peut être rendue que de telle ou telle manière, avec telle procédure, avec tel type d'intervenant, ça c'est une prétention uniformisatrice, mais non pas du tout universelle. Ce qui est universel, c'est le goût de la justice. Je pense que le goût de la justice, il existe chez nos amis bouddhistes comme il existe chez bien d'autres. Et c'est un peu ce que je vais essayer de développer ce soir. C'est surtout de ne pas confondre, et c'est parfois difficile, à travers, je dirais, la vigueur avec laquelle les militants des droits humains vont défendre le modèle, etc., de ne pas confondre universalité et uniformité. Bon, ça me semble tout à fait fondamental. Peut-être une chose que tu as oubliée, Monique, dans ma présentation, c'est que je suis grand-père. Oh oui, je voulais le dire, c'est vrai. T'es marié, 3 enfants. Non, je suis grand-père, 6 petites filles, oui. Et je me demande comment, pour ces 6 petites filles, oui, de 16 ans à 4 mois, le mot universel va résonner. Oui. C'est ça qui m'intéresse. Tout à fait. Et si je viens travailler, plus réfléchir avec vous, c'est parce que je ne voudrais pas leur fournir à elles la réponse, mais être capable de réfléchir avec elles sur comment ce mot a pu évoluer dans l'histoire, comment ce mot aujourd'hui, elles vont le réaliser ou non, car le pari de la vraie universalité est loin d'être gagné. Je pense que j'aurais été moins pessimiste il y a 20 ans ou 30 ans, mais aujourd'hui, je m'étais mis la liste Poutine, Xi Jinping, Erdogan, M. Trump, les Philippines avec M. Duterte, etc., pour ne pas parler d'acteurs français ou françaises. Cette question de l'universalité, elle est plus que jamais posée à nos 6 petites filles. Mais elle nous est posée à nous, puisque quel monde est-ce que nous leur proposons, dans quel monde elles vont travailler. Et si je signale ça, c'est parce que je pense que le risque, ce serait de faire de la question est-ce qu'ils sont universels alors il y a des tomes de thèses, on pourrait remplir cette salle avec les thèses sur ce sujet-là. Attention, je pense que la question de l'universalité de la démarche des droits humains est une question existentielle. Qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu dans la perspective universelle? C'est un rendez-vous d'humanité. Alors, je vous propose un tout petit temps, nous sommes heureusement nombreux, on ne peut pas faire un petit exercice qu'on aurait pu faire, qui est de dire, vous mettez quoi comme expérience universelle dans votre vie?
Mais on s'arrête 2 minutes, moi je vais vous le faire, et puis arrêtez de m'écouter, et dites dans votre tête, tiens, moi c'est quoi l'expérience ou les expériences d'universalité que j'ai pu faire? Une des expériences d'universalité, c'est celle que j'ai faite ce matin, en allant au belvédère de l'Ermitage de Saint-Germain, et de voir la beauté. Le sentiment de la beauté a quelque chose d'universel, même s'il est évident que des membres d'autres cultures, d'autres pays ne vont pas s'extasier devant les mêmes réalités. Peut-être que la beauté du lac d'Annecy, bien qu'elle soit sûrement universelle, n'aurait pas accroché autant qu'elle m'a accroché. Mais ce que j'ai fait comme expérience universelle, c'est l'expérience de la beauté. Et voilà que je me retrouve avec des amis d'autres cultures et d'autres civilisations dans cette même expérience de la beauté, même si elle ne se matérialise pas de la même manière. Vous voyez, universalité, uniformité. Une autre expérience de l'universel, je l'ai faite très peu de temps après que je sois au service de la présidence du CCFD Terre Solidaire. Je vais voir des partenaires au Kivu, je ne sais pas si vous voyez cette bande de terre à l'est de la République démocratique du Congo, et j'y rencontre une association de femmes qui s'appelle Ouaki, ça veut dire espérance. Ce sont des femmes, mais je leur dis, racontez-moi votre premier partenariat, puisque le CCFD travaille avec des associations de partenaires, sur des projets précis. Et ben voilà, c'était quoi? Nous sommes des paysannes analphabètes, on travaille la terre. Nous vous avons demandé l'équivalent de 10 000 € sur 3 ans. Pourquoi faire? J'ai pensé que c'était pour reconstruire les cases qui étaient abîmées parce que le volcan à Goma est méchant, ou parce que ça pouvait mettre un peu de beurre dans les épinards locaux. Elles ont cette réponse. On vous a demandé cette aide pour construire un centre d'écoute de nos sœurs violées. Le viol est une arme de guerre, en particulier dans cette région, mais dans bien d'autres régions du monde. Et voilà que des plus pauvres parmi les pauvres, elles ne sont pas passées ni par Harvard ni par la Sorbonne, me rappellent ce que c'est que au sens fort du terme, le sentiment de l'empathie, de la sympathie, certains diront de la compassion. Je vous avoue que j'ai été ému aux larmes, que ce soit des plus pauvres parmi les pauvres, d'une culture complètement différente. Nous n'avons pas les mêmes manières de vivre, nous n'avons pas les mêmes manières de penser l'avenir, etc., me rappelle au cœur de mon engagement du CCFD Terre Solidaire ce sentiment universel de l'empathie. Autre expérience d'universalité, et j'arrête là. Je crois profondément que le geste d'hospitalité est un geste à dimension universelle. Et je l'ai vécu chez des peuples extrêmement différents. Cette hospitalité ne se matérialise pas de la même manière. On sait, à Annecy, être hospitalier, être disponible pour l'hospitalité. Et beaucoup d'organismes aujourd'hui ici, dans cette ville et dans cette région, font preuve de beaucoup d'hospitalité avec des frères et des sœurs étrangers qui sont maltraités par la France. Mais il y a d'autres formes dans l'hospitalité, quand vous allez aller dans le village africain, ou quand je vais me retrouver au bord du Mekong, dans ce village de Chongqing par exemple, etc. C'est d'autres formes. Mais ce qui nous est commun, c'est cette espèce de primat, de priorité, de primauté à l'hospitalité. Voilà, moi, quelques expériences universelles. Je crois très important que nous puissions parler entre nous qui sommes d'opinions, je le répète, différentes, mais peut-être aussi avec des hommes et des femmes de générations différentes, de nos expériences d'universalité. N'en faisons pas un espèce de cours de philosophie sympathique pour des avocats en retraite qui ne savent pas quoi faire un jeudi soir de grève SNCF. D'abord quelques précisions sur le terme. Et puis,
je vous dis ça, je vous donne le plan, comme ça vous pouvez vous réveiller à la dernière partie. Il y aura un deuxième temps sur l'outil des droits humains. C'est quoi l'outil des droits humains? Parce que c'est le genre de tarte à la crème, en particulier dans nos mouvements, dont on a oublié, ça nous a été un peu rappelé tout à l'heure par quelques-unes des intervenants, ce que c'est que cet outil des droits humains. Ça me semble très important d'être au clair là-dessus. Et puis peut-être de voir en quoi cet outil des droits humains est au rendez-vous d'aujourd'hui, au regard de l'universalité. Parce que si les droits humains ne nous aident pas à être au rendez-vous de l'universel d'aujourd'hui, c'est pas la peine de nous fatiguer. Allons faire autre chose. Peut-être, si j'ai le temps, quelques chemins d'universalité, chemins que nous pouvons prendre nous-mêmes. Voilà. D'abord, au niveau des termes, très rapidement, quand on se pose la question, les droits humains sont-ils universels? Je souhaite que nous nous interrogions sur qui pose aujourd'hui la question. Moi, j'entends beaucoup la question posée par tous les dictateurs du monde. C'est eux qui me disent les droits de l'homme à l'américaine ou les droits de l'homme à la soviétique ou les droits, etc. Ça, c'est pas universel. Et eux, ils ont une conception, je dirais, ils vont prétendre, rattacher leur projet politique à la culture locale, et c'est toujours gentil de flatter la culture locale, et c'est pas réservé aux étrangers, c'est également fait beaucoup en France, ce genre de caresse dans le sens du poil prétendument culturel. Donc, première remarque, qui pose la question? Il y a d'autres personnes que ces dictateurs qui posent la question. Ce sont des militants et des militantes, et j'en ai rencontré des centaines, qui disent les droits de l'homme, actuellement, en 2018, ne sont pas vraiment universels. Et ça m'intéresse, parce qu'ils nous disent bien, ils ne sont pas vraiment universels aujourd'hui en 2018, et qu'est-ce que nous allons faire pour qu'ils puissent petit à petit rejoindre universellement un certain nombre des appétits, des envies, des colères ou des joies de toutes les cultures. Donc, un qui pose la question, quelqu'un qui veut régner sans avoir le contrôle des droits humains, ou quelqu'un qui a bien envie d'améliorer la justice, d'améliorer les relations sociales, et qui constate que l'outil, il faut qu'il soit lui-même amélioré. Car la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est dans quel but on pose cette question. Est-ce que c'est pour dire, donc, les droits humains à la poubelle? C'est ce que nous disent les dictateurs. Et sans même être dictateurs, on a un certain nombre de chefs de parti, aujourd'hui ici en France, qui nous disent la même chose. D'autres vont nous poser la même question, mais pour dire, moi, j'ai envie d'apporter ma quote-part, non pas dans une uniformité, mais dans cette vraie universalité qui va permettre l'expression de cultures différentes, de modalités différentes. Donc, première remarque très importante, regardez bien quand on lit cette question, qui la pose et dans quel but. Est-ce que c'est pour les mettre à la poubelle ou est-ce que c'est au contraire pour essayer de les faire vivre? Ça me semble très important parce qu'on joue tellement aujourd'hui sur les mots et on a parlé des droits de l'homiste et de tout le Bataclan, etc. Ça vous permet de ne pas ouvrir le débat. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ce que tu fais? C'est ça que pose la question des droits humains. Il y en a un qui vous répond non, parce que ça c'est pas chinois, ou ça c'est pas bolivarien, ou ça c'est pas ceci, ou c'est pas cela. Il y en a un autre qui répond non, c'est pas juste et j'aimerais bien qu'on essaie d'améliorer cette approche de la justice. 2-3 petites remarques très rapides. Également, attention, toute pratique culturellement justifiée n'est pas forcément justifiable. Je suis désolé, mais je ne regrette en rien d'avoir été parmi les promoteurs, il y a maintenant quelques décennies, de la lutte contre les mutilations sexuelles dont les femmes sont victimes. Et je n'ai aucunement, 40 ans après, le sentiment d'avoir fait de l'impérialisme colonialiste qui imposait ma vision, parce qu'aujourd'hui nous sommes rejoints par des femmes de toutes les cultures, sur ce même combat. Donc ça me semble extrêmement important d'éviter de baptiser
comme devant être respectées toutes les pratiques culturelles. C'est la même chose dans certaines de nos pratiques issues de nos cultures occidentales. Il y a des pratiques qui sont inadmissibles. Ça, c'est des remarques en passant. Alors, sur les textes qui ont été signés, la Déclaration islamique universelle, attention, c'est un texte qui, lui, ne fait aucune référence à ce que j'appelle, moi, la dynamique des droits de l'homme, c'est-à-dire à ce qui a été lancé par, alors, toutes les déclarations anglaises, les textes américains, la déclaration française de 1789, et bien sûr la déclaration universelle de 1948, sur laquelle je vais m'attarder davantage ce soir. Et ce qui me gêne dans cette déclaration islamique universelle, c'est qu'elle ne fait aucune référence, et en cela, elle n'est pas universelle, puisqu'elle ne fait aucune référence à la démarche des autres peuples organisés à travers les textes que je viens de rappeler, en particulier la Déclaration universelle de 1948. Et comme cela nous était dit par Monique tout à l'heure, ce qui va gêner dans ce texte, même si certaines des valeurs sont rappelées, sont communes à d'autres types de cultures ou d'autres approches, spirituelles ou religieuses, mais c'est que la loi juste est la loi de Dieu, telle que les musulmans l'expriment, la vivent. Je ne reproche nullement à un musulman de vivre l'ajustement de sa vie sur cette loi, y compris cette loi de Dieu, mais qu'il ne vienne pas me demander d'y reconnaître une dimension universelle si moi je ne crois pas en Dieu. Donc c'est une grande limite, c'est une grande différence avec l'autre texte qui est signalé, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui elle fait référence explicitement à la Déclaration universelle de 1948, et qui, loin de mettre de côté ce texte, va au contraire dire, mais nous on veut l'enrichir. Et en particulier, c'était tout le combat des peuples africains contre la colonisation, donc pour la décolonisation, c'est tout, y compris dans le texte, l'apport des cultures africaines sur la dimension sociale, relationnelle de la personne humaine, alors que nous avons une approche assez individualiste, pour ne pas dire très refermée, de la personne humaine. Donc, ce sont deux textes qui sont, à mon avis, à mettre sur des plans tout à fait différents, parce que l'un s'inscrit, non pas dans une réalité, mais dans une vocation à l'universalité, c'est la Charte africaine, en s'inscrivant dans le mouvement de 1948 et des suites, alors que l'autre ne le fait pas. Voilà, j'avais d'autres remarques, mais le temps passe toujours plus vite quand je parle trop. Un autre moment, c'est de nous partager quelques-unes des caractéristiques de l'outil des droits humains. Parce que l'outil des droits humains, pour moi, c'est pas une petite tarte à la crème sympa, pour moi qui suis croyant en Dieu parce que ça va faire plaisir au bon Dieu, pour moi qui suis humaniste parce que ça rejoint ma conception humaniste. Non, pour moi c'est un outil dont on va voir qu'il présente toujours deux facettes. Une facette sur laquelle je commencerai par insister, c'est une facette technique, c'est un outil juridique, et une autre facette qui, elle, est une facette alors beaucoup plus peut-être large, culturelle, je dirais, d'approche anthropologique. Quelle est cette personne ? On va donc deux faces dans cette dynamique des droits de l'homme. Première chose, et ça semble contredire la dimension universelle, les grands textes de droits de l'homme vont naître à partir d'événements historiques très précis. Les textes de droits de l'homme, ils ne sortent pas de la tête de telle ou telle personne comme ça parce qu'il a fait un rêve pendant la nuit et que le lendemain il va proposer une déclaration française. Les textes anglais, ils vont être formulés parce que les seigneurs et l'Église d'Angleterre veulent lutter contre la monarchie anglaise. Le texte de 1789, je n'ai pas besoin de faire de dessin, etc. Le texte de 1948, il ne sort pas de rien, chers amis. Il est historiquement très situé. 60 millions de morts, la Shoah, les camps de la mort, la bombe atomique pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Tout ça, c'est très situé. Ça me semble très important de bien relier notre travail pour la promotion des droits humains dans des événements historiques nationaux. Et aujourd'hui, en 2018,
quelqu'un faisait allusion au projet de loi sur asile et migration, de se poser cette question, en quoi le rendez-vous de ce projet de loi est un vrai rendez-vous de droit humain, pour nous Français. J'essaierai non pas d'y répondre, mais en tout cas, peut-être de donner quelques éléments de lumière. Donc, le droit humain, outil juridique, outil technique, qui va naître ou s'exprimer à l'occasion d'événements historiques. Et cela, c'est clairement l'influence occidentale. Dans beaucoup de cultures, il n'y a pas cette notion de codification. Il n'y a même souvent pas cette notion d'écrit. Ce qui ne veut pas dire que le souci de justice, que l'appétit de sympathie ou d'empathie dont je parlais n'existe pas. Mais ce n'est pas les mêmes modes d'expression, parce que ces modes d'expression sont liés à des événements historiques dans nos cultures occidentales. Le désastre de 1939-1945 va s'exprimer pour la première fois dans une prétention universelle. Les autres textes, ça s'appelle la Déclaration française, les textes américains, le Bill of Rights anglais, etc. Pour la première fois, le mot universel est accolé au mot droits humains dans un texte juridique. C'est une démonstration qu'au milieu de ce XXe siècle, on prend conscience d'un nouveau phénomène dont je vais parler tout à l'heure, qui est le phénomène de l'interdépendance. La guerre est mondiale, on pourrait dire presque universelle, et une réponse à la hauteur de ce défi, plus jamais ça, ne peut être, et c'est ce que pensent les auteurs, ne peut être qu'une réponse mondiale, ou à prétention mondiale, à vocation mondiale. Ça, c'est très important. Le texte de 1948 se situe dans un moment bien précis où l'humanité a pris conscience davantage. On a toujours rêvé l'universalité, mais quand on s'est tué à 60 millions de morts, on commence à comprendre un peu ce que ça veut dire que le monde entier est menacé. Donc, je crois que je reviendrai sur l'interdépendance de tout à l'heure. Ce texte de 48, vous l'avez tous chez vous, sinon vous l'achèterez à la sortie. Il va reposer sur deux constats. La méconnaissance des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie. En 1948, on sait ce que c'est. En 2018, on sait aussi ce que c'est que les actes de barbarie. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes modalités, c'est pas forcément la même ampleur, mais cette référence à la barbarie, entre guillemets. Donc première référence dans la dynamique des droits humains, la méconnaissance des droits de l'homme conduit à des actes de barbarie. Et deuxième, c'est l'affirmation par ces 58 pays des Nations Unies, l'affirmation que ensemble, il est possible de hâter l'avènement d'un monde où l'homme sera libéré de la terreur et de la misère. Donc vous avez un aspect très négatif. La méconnaissance des droits de l'homme a conduit à des actes de barbarie. Ça, c'est le négatif. Attention, il faut mettre des barrières, il faut mettre des limites par rapport à nos capacités de barbarie. Et vous avez un aspect plus positif qui est déclaré dans le préambule, c'est de contribuer ensemble à l'avènement d'un monde où l'homme sera libéré de la terreur et de la misère. Toujours important de garder ces deux objectifs de l'outil droit de l'homme. L'outil droit de l'homme n'est pas fait pour faire plaisir au bon Dieu. Il n'est pas fait pour donner raison à une philosophie. Il est fait pour éviter la barbarie et il est fait pour essayer de contribuer à construire un monde où l'homme sera libéré de la terreur et de la misère. Très important. Ça, c'est les deux repères. Autre aspect de la déclaration de 1948 et de l'ensemble de ce que j'appelle moi la dynamique des droits de l'homme, il repose sur un acte de foi. Alors ce n'est pas la foi religieuse, c'est la conviction. Les peuples du monde entier ont proclamé leur foi en la valeur et la dignité de la personne humaine. Donc l'outil droit de l'homme repose sur, non pas sur comment tu rends la justice, non pas sur qu'est-ce qu'il faut donner à manger, etc., mais sur
un acte de foi commun de la dignité de la personne humaine. Et là, je crois qu'il y a un premier rendez-vous universel extrêmement important, car je crois que, même si le concept de dignité n'existe pas dans toutes les cultures, l'idée qui est représentée par la dignité, cette idée-là, elle existe dans toutes les cultures. Un être humain, une personne humaine. 2 repères comme but, un acte de foi en la dignité de la personne, et puis ensuite, un premier essai de déclinaison, je dirais, de droits et de devoirs. Les devoirs sont présents petitement dans l'article 29 seulement, mais ils sont présents, contrairement à ce que vous dites. Souvent, on vous dit que vous parlez toujours des droits, parlez jamais des devoirs. Ça, généralement, c'est les cathos brevetés, patentés qui vont faire ce genre de reproches, parce qu'eux, ils sont omnibulés que par les devoirs, je ne sais pas pourquoi. Bon. Moi, les droits m'intéressent aussi. Ils sont en tout cas présents dans 48, donc je n'ai pas de problème de ce côté-là. Et puis, des droits. Car ça, c'est très important. Si on a fait cet acte de foi ensemble, il faut que cet acte de foi se décline en termes de droits et de devoirs. Sinon, c'est de la foutaise. C'est gentil que je dise à mesdames de Goma dont je parlais tout à l'heure, oui, mesdames, vous êtes dignes, vous êtes même très dignes, en plus vous êtes des femmes, donc vous êtes super dignes. Et puis que je les laisse crever de faim, ou que je laisse leur sœur être violée, ou que, etc., etc. Donc, l'acte de foi en la dignité nous amène, c'est la 3e étape, à décliner en termes de droits et de devoirs cette dignité. Qu'est-ce que j'en tire ? Et c'est vrai que ce que j'en tire en termes de droits énoncés en 1948 va forcément évoluer ou se compléter. Et on prenait tout à l'heure l'exemple de la charte africaine. Il est vrai que la charte africaine, qui ne dément absolument pas l'inspiration de la dignité proclamée ensemble, mais va dire, attendez, tu oublies que la personne, c'est pas simplement une bonne femme, un bon homme qui veut essayer de s'éclater dans sa vie, c'est aussi le membre d'une famille, avec toutes les limites d'ailleurs que ça représente, le membre d'un clan, etc. D'autres de cultures, des cultures asiatiques vont dire au contraire, ça va s'intégrer dans un univers beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, etc. Donc, des apports qui petit à petit vont venir compléter cet énoncé. Et quand je dis ça, je dis attention, ne mettons pas ou ne fourrons pas sous les droits de l'homme n'importe quoi. Il y a 3 ans, dans le métro parisien, il y avait le droit à la vitesse. Ce n'est pas un droit de l'homme. Il y avait toute femme a le droit d'avoir son homme en cachemire. Ce n'est pas un droit de l'homme ni de la femme. Il y a le droit de fumer, il y a le droit de ceci, de... Attention à tenir à la fois la nécessité d'ouvrir à cette universalité diverse, je retrouve l'inspiration d'Unidivers, à l'ouvrir la dynamique des droits de l'homme à cette universalité diverse, et en même temps à ne pas fourrer dans cette catégorie droits humains tout et n'importe quoi, comme on le fait assez facilement. 2 repères comme but essentiel, un acte de foi, des droits et des devoirs, et ça c'est le 4e élément essentiel pour moi, pour l'universalité, l'obligation pour les responsables, qu'ils soient politiques, mais la déclaration nous parle aussi de tous les organismes de la société, la nécessité pour ces responsables de créer les conditions pour que localement, les droits soient effectivement respectés. C'est toute la dimension politique, économique, sociale des droits de l'homme. Et si on oublie cette dernière dimension, on fait des droits de l'homme un gentil discours sympa qui nous permet de nous réunir bien au chaud, mais on n'a rien changé dans la société. Or, l'outil droits de l'homme nous invite à ce travail de construction politique ou économique ajusté sur ces perspectives de dignité. On est bien d'accord. Et ce travail d'ajustement politique, économique ou autre, il va se faire, et ça c'est la dimension juridique, selon la règle du droit de regard. Je m'explique. Les droits de l'homme sont des outils juridiques. Alors les juristes purs m'assassineraient sur place bien sûr, parce que bon, mais ce sont des contrats. On signe des conventions, on signe des traités. Alors, la déclaration de 48, ce n'est pas un très bon exemple, parce que là, c'est une espèce de bouteille à la mer qui est lancée sans aucun contrôle, aucune sanction. Mais ensuite, vous avez cité plusieurs conventions, plusieurs
plusieurs traités officiels où là, il y a des comités de surveillance, il y a même aujourd'hui des tribunaux pénaux spéciaux pendant un bout de temps, et puis aujourd'hui la Cour pénale internationale. Donc, et c'est là l'universalité. C'est que l'étape par laquelle moi, responsable dans un État, dans une certaine culture, dans une certaine bien située, la manière dont je vais concrètement créer les conditions pour que ces droits soient effectivement appliqués ou accessibles aux hommes et aux femmes, ça va être surveillé par mes co-signataires. Alors les gens me disent, attention, vous faites de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Alors il faut s'entendre sur le mot ingérence. S'il s'agit de faire, comme ça a été fait il y a peu de temps, des guerres au nom des droits de l'homme, oui, j'entends le reproche. Si on a cru devoir faire la guerre en Irak au nom des droits humains, la même chose en Libye, et je n'en prends que 2 exemples, il y a beaucoup d'autres exemples, où la récupération, la manipulation de la référence des droits humains est très utile dans des visées guerrières et bellicistes, j'entends là. Mais quand dans un comité, quand dans une réunion entre nous ici sur Annecy, je dis la manière dont vous, conseil municipal, ou dont vous, tel groupe, telle association, vous avez concrétisé le désir de justice, la possibilité de manger 1 fois par jour pour chacun, la nécessité de dormir sous un toit, etc. Cette manière-là, moi, je vous la conteste, j'estime qu'elle n'est pas conforme. Et ça, c'est l'universalité. L'universalité dans le dialogue. L'universalité dans le dialogue, et c'est toute la richesse du Nidivers. C'est pour ça que je pense qu'en choisissant ces thèmes, vous êtes totalement dans votre vocation. C'est dans le dialogue sur les manières culturellement situées, politiquement situées, dont nous incarnons, dont nous pratiquons les droits humains. Ce dialogue va me permettre de dire, vous les Chinois, ce que vous faites, c'est pas conforme. Et je me souviens avoir fait de X centaines de conférences sur la torture, et je disais que pour moi, Européen, je répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les mutilations sexuelles sont un acte inhumain interdit par l'article 5 de la Déclaration universelle. Et un jour, il y avait un auditeur d'origine africaine qui me dit, est-ce que je peux vous poser une question ? Ah ben vous venez de nous dire que les excisions, les mutilations sexuelles, telles qu'on les a pratiquées ou qu'on les pratique, en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, c'est pas un traitement humain. Ah tiens, je me suis jamais posé la question parce que la coutume m'a toujours dit que c'était bien, que c'était normal, parce que ma culture me le permettait. Je trouve intéressant qu'un texte juridique, interdiction des textes inhumains, des traitements inhumains, permettent à des hommes et des femmes de revisiter leurs coutumes, leurs pratiques. Et il ajoute tout de suite, le monsieur, mais alors permettez-moi, moi africain, de vous dire, la manière dont vous traitez vos vieux, en les mettant dans des mouroirs en attendant que le tiroir Caire s'ouvre, ça c'est un traitement inhumain. C'est pas le paradis pour les personnes âgées toujours en Afrique, mais c'est vrai que l'âgé, la personne âgée a un autre statut. C'est le dialogue, la manière dont tu mets en œuvre, dont tu incarnes ce projet commun de dignité, comment tu l'ajustes, comment est-ce que tu lui ajustes le sort réservé aux personnes âgées, le sort réservé aux femmes, et on pourrait prendre X exemples comme ça, comment tu l'ajustes dans ta société. Et une partie de l'universalité se trouve dans ce droit de regard que permet l'outil juridique que sont les droits de l'homme. Et c'est pour ça que j'insiste sur ne pas faire des droits de l'homme une espèce de magma philosophico-religieux, spirituel, tout ce qu'on veut, etc. Mais c'est un texte par lequel on s'est dit des choses qu'on n'a pas toujours compris de la même manière, c'est évident, mais on s'est dit on va les appliquer ensemble. Et je te donne le droit de me dire que ça ne va pas, comme tu me donnes, etc. Parler d'ingérence, au sens, tu n'as pas le droit de me poser des questions sur les droits humains chez moi, serait aussi stupide que Monique m'a emprunté 200 € il y a 1 an, il faut que je les rende aujourd'hui 22 mars, Monique vient me les demander, je dis à Monique, attends, vous ne pouvez pas me poser cette question, c'est une question intime. C'est aussi sot
que de la part d'un État qui est membre des Nations Unies, de dire vous n'avez pas le droit de m'interroger sur ma manière dont j'applique telle ou telle dimension des droits de l'homme. Et ça, j'ai pris volontairement les exemples chinois, etc., mais ça peut être vrai dans les cultures, entre guillemets, qui travaillent aujourd'hui la société française. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Je m'arrête là peut-être sur l'outil droit de l'homme, parce qu'il y a encore quelques parties, donc vous ne vous réveillez pas tout de suite, mais cet outil juridique, avec ses limites, avec ses, je répète, ses incompréhensions, on ne met pas la même chose sous le même mot, mais avec ce droit de regard extrêmement important qui va me permettre qui va nous permettre, j'ose dire, de nous universaliser un peu en dialoguant les uns les autres. Autre question, quelques rendez-vous contemporains de l'universalité et des droits humains. Parce que si ces droits humains, je le répète, n'aident pas, mes petites filles, à répondre à quelques-uns des défis mondiaux, c'est pas la peine d'en faire une tarte à la crème. J'en ai écrit déjà 4 livres, bientôt un 5e, c'était pas la peine, papy, c'est vraiment, tu perds ton temps. Je pense que cette tension, universalité et droits humains, est au cœur d'un certain nombre de rendez-vous. Je vais en prendre 3-4, mais on peut en prendre sans doute bien d'autres. Le premier rendez-vous, c'est la tarte à la crème évidente, c'est l'interdépendance. Nous sommes aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, interdépendants. Le travail de mes petites filles va se décider à Beijing, à New York, à Jakarta. Bon, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. On le voit bien au niveau de l'écologie. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse une connerie monstrueuse à 2000 km de chez moi, alors sauf que les frontières françaises n'ont jamais été franchies par le nuage de Tchernobyl, mais en dehors de ça, ça ne peut pas ne pas affecter mes salades. Je suis interdépendant. Une nouvelle, aujourd'hui, elle est lancée sur le net, en 10 minutes, elle peut faire exploser. Je me souviens, il y a 2-3 ans, un pasteur états-unien avait lancé quelque chose contre le Coran pour dire que c'était une monstruosité, etc. Dans la demi-journée qui a suivi, ça a été des révoltes dans nombre de pays musulmans contre, etc. Donc, nous sommes interdépendants. Là encore, ne nous demandons pas si c'est bien, si c'est mal, on est dedans. La seule question, c'est comment j'humanise cette interdépendance. Et là, je crois que l'horizon d'universalité, de ce dialogue dont je parlais entre les cultures, sur des thèmes très précis, cet horizon est extrêmement important. Au cœur de cette interdépendance, nous avons 3 possibilités. Première possibilité, pour nier la dépendance que l'autre veut m'imposer, je te bouffe. Ben oui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas content, parce que l'autre veut nous imposer un modèle économique, un modèle religieux, un modèle culturel, on va faire la guerre. Guerre économique, guerre financière ou guerre militaire. Bon. Il ne faut pas se plaindre, il y a tant de guerres, puisqu'on a choisi le je te bouffe. Deuxième rendez-vous possible entre l'interdépendance et mes réactions à moi, c'est mes frères, mes sœurs, que le meilleur gagne. C'est la liberté du renard dans le poulailler. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, en France, de l'ordre de 10 à 11 millions d'hommes, de femmes, d'enfants sont marginalisés, vivent en marge de la société française. Pas de chance, ce n'est pas les meilleurs. Et la troisième attitude possible, c'est justement la notion de partenariat universel. Nous sommes devant des problèmes difficiles. J'ai renoncé à la guerre pour les résoudre. J'ai renoncé à la liberté du renard pour les résoudre. Et je vais donc créer avec toi, avec vous, autre culture, autre civilisation, autre spiritualité. Je vais créer un partenariat à vision universelle parce que je suis obligé de vivre cette interdépendance pour l'organiser un peu. Tout ça pour dire que quand on pose la question de l'universalité, c'est pas simplement pour se gâter le nombril intellectuel, c'est véritablement pour essayer de construire un peu du vivre ensemble de demain.
Il faut que j'arrive à me mettre d'accord, ou au moins à me dire, à nous dire les uns les autres, comment je vois telle chose, comment je vois tel problème, telle solution à tel ou tel défi, si je veux espérer que mes 6 petites filles ne seront soit pas tuées, soit pas tueuses. Car les 2 possibilités, elles peuvent être du côté du renard. Ça, c'est clair. Ça, c'était le premier rendez-vous, chers amis. Les droits humains vont nous aider à construire ce partenariat. Comment voulez-vous que je me mette d'accord pour une action commune avec les Indiens Sarayaku de l'Équateur? Je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai été complètement décoiffé, le peu de cheveux qui me reste. Lorsque j'ai rencontré le chef, on était en Équateur. Il arrive, il avait l'avion de la communauté des Sarayaku, parce que c'est une très grosse communauté indienne, et il nous a expliqué sa conception de l'univers, la Pachamama, la terre-mère, etc., etc. Ça me secouait. Et en même temps, ça m'a beaucoup intéressé, parce que je me dis, mais moi, par exemple, qui connais un peu la tradition judéo-chrétienne sur la notion sur la place de la personne humaine dans la création, où la plupart du temps on me l'a présenté comme le chef dominateur qui doit mettre au pas cette création qui est par définition et par hypothèse mauvaise, donc il faut essayer, etc. Et à qui il faut essayer de presser le citron le plus possible, parce que bon, tiens, voilà qui m'interroge. Et je trouve ça très intéressant, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, que autour d'une rencontre commune, là c'était bien évidemment comment est-ce qu'on peut lutter contre l'installation de recherche pétrolière dans la zone de l'Équateur, etc. Nous étions partenaires, voilà que lui il me ramène son histoire de Pachamama, moi je vais lui ramener mon Dieu unique créateur, etc. C'est intéressant, parce que finalement on aboutit malgré tout à des actions communes. Mais c'est dans ce partenariat. Donc, premier rendez-vous, l'interdépendance qui nous conduit à un partenariat à dimension universelle. Sinon, mes petites filles vont crever, ou feront crever les autres. Deuxième rendez-vous, c'est la difficulté de gérer ce qui n'était moins le cas, sans doute il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ce que nous appelons aujourd'hui un monde éclaté. Après la chute du mur de Berlin, on s'est dit, ça y est, il y a une solution qu'à gagner puisque l'autre est battu. Et la solution, c'était le marché, c'était la conception américano-européenne de l'organisation des relations humaines, etc. Sauf qu'on a constaté que ça ne marchait pas comme ça. Et qu'aujourd'hui, cette bipolarité qui existait, n'existe plus, mais aujourd'hui, ce qui existe, c'est un monde éclaté. Et qu'est-ce que vous faites dans un monde éclaté? Il y a 2 possibilités. Soit vous vous fourrez la tête dans le terrier, et vous attendez que ça se passe. Vous étonnez pas si assez rapidement vous étouffez. Soit, vous essayez de voir, je dirais, de voir comment je peux faire avec d'autres. Face à ce monde éclaté, je ne dis pas l'universalité, mais je dirais la tension vers l'universalité, la pédagogie de l'universalité dans le dialogue, dans la rencontre, est à mon avis ce seul geste de survie un peu réaliste. Et tous ceux qui aujourd'hui nous prêchent America First ou France First, etc., sont à mon avis ceux qui nous conduisent dans des impasses absolues et qui conduisent mes petites filles, je le répète, à la mort. Parce que ceci est devenu rigoureusement impossible dans ce monde éclaté. Soit je vais me faire bouffer, attaquer par d'autres, soit je vais essayer de créer quelque chose. Troisième rendez-vous très important, c'est le rendez-vous des inégalités. Le monde d'aujourd'hui est plus riche que le monde d'hier, oui, mais les inégalités, le fossé entre les riches et les pauvres, il a grandi. Alors, est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver des réflexes communs, je n'ose pas dire universels, mais des réflexes communs pour diminuer ces inégalités qui sont source non seulement de graves souffrances pour les victimes,
mais qui sont source de violence pour l'ensemble de l'avenir de notre communauté humaine. Donc, cette universalisation, cette marche vers l'universalité peut nous aider, si elle était vraiment mise en pratique, à réduire ces inégalités, à peut-être jouer un peu plus le jeu du partage, plutôt que nous le faisons aujourd'hui, alors que le gâteau a augmenté. Il y en a qui mangent plus hier, il y en a qui mangent moins qu'hier. Quatrième rendez-vous, et ça j'ai pas besoin d'insister beaucoup, universalité et la gestion des déséquilibres écologiques. Mais dites-moi, comment vous allez faire pour régler ces questions des déséquilibres écologiques sans une perspective universelle? C'est absurde. Que M. Trump veuille nous faire croire que parce que pour l'instant il est encore le premier de la classe pour quelque temps, ils vont s'en sortir en combattant à lui tout seul. Mais c'est une absurdité absolue. S'il y en a qui lui lâchent des pruneaux de destruction de l'environnement, il aura beau dire America First et il va... Bon. La gestion de la grande crise écologique d'aujourd'hui, elle ne peut être qu'à dimension ou qu'à perspective universelle. Et j'insiste pour dire que tout cela, c'est pour montrer que l'universalité, c'est pas une espèce de rêve de doux penseur, etc. C'est la solution la moins irréaliste, pour être modeste, la moins irréaliste aujourd'hui. Dernier rendez-vous, c'est le temps aujourd'hui du déboussolement. Alors, si en plus c'est un cateau qui dit ça, alors madame, il n'y a plus de valeur, le monde fout le camp et nos jeunes ne croient plus en rien. C'est pas ça du tout. Moi, quand j'ai eu à choisir, à faire des choix dans ma vie, j'étais pas fut-fut, hein, j'avais 4-5 possibilités, 4-5 choix possibles. Ma petite Chloé, 4 mois, hier, ma petite Chloé, elle, quand elle va avoir choisi, elle va taper sur ses machines, elle va regarder tout ça, elle en a 550 possibilités, 550 possibilités. Je comprends qu'elle soit un peu déboussolée. Et comment est-ce que je vais retrouver la boussole? Puisque je suis lié par l'interdépendance, il faut que je la retrouve ensemble. Pas forcément la même boussole, mais en tout cas, une démarche qui me permette de m'orienter, de nous orienter dans la même direction. Et ça, c'est très important, ce moment du déboussolement. Je ne le vis pas du tout comme une tristesse parce que les gens ne croient plus ou croient trop, c'est pas ça du tout. Mais je le vis comme un défi pour inventer des lieux où on va retrouver du sens. Moi, je vous en propose 2, là, rapide. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Marek Alter. Marek Alter, c'est cet auteur d'origine juive qui fait des tomes de 500 pages sur les grandes figures bibliques, etc. C'est tout à fait intéressant. Et il a fait un petit livre, moi, qui m'a intéressé, et qui s'appelle Ah mon Dieu, ça y est, c'est pas le devoir du bien, mais ça s'appelle comme ça. Bon, ça va me revenir. Ce livre, il résume des entretiens qu'il a eus avec des hommes et des femmes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé des enfants juifs. Alors, il y en a un interview qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui d'une religieuse hollandaise. Racontez-moi, ma sœur, racontez-moi ce que vous avez fait pendant la guerre, il paraît que c'était magnifique. Bon, écoutez, non, voilà, moi j'étais dans mon couvent, j'étais intendante, donc c'est moi qui m'occupe de la bouffe, c'est mardi, je vais au marché. On est pendant la Deuxième Guerre. J'ai un sac dans chaque main, j'arrive sur le marché, tout d'un coup, une jeune femme se précipite sur moi, m'arrache mes 2 sacs et me colle un gosse dans chaque main. Une maman juive qui savait qu'elle allait être déportée. Et la bonne sœur, elle rentre au couvent avec ses 2 gosses. Bah, quelqu'un, mais ma sœur, c'est magnifique. Ce que vous avez fait là, c'est un héroïsme. Où est-ce que vous allez trouver le sens, la motivation pour faire ça? C'est sans doute donc vous êtes théologique. Oh non, vous savez, moi je n'ai pas fait d'études, qu'elles soient théologiques ou autres, je n'ai pas fait d'études. Bah. C'est sans doute que votre mère supérieure vous a réunis pour vous dire, mes sœurs, dans ce moment difficile, il va falloir avoir une conduite héroïque. C'est pas tout à fait ça, dit la religieuse. La mère supérieure nous a réunis et nous a dit, mes sœurs, dans ces moments difficiles, je vous en supplie, pas d'emmerde. Mais alors, où est-ce que vous êtes allé trouver le sens? Je suis toujours dans mon thème sur la recherche du sens. Et moi, j'aime bien ce que dit la religieuse. Mais enfin, monsieur, je ne pouvais pas faire autrement. Elle pouvait faire autrement.
Elle pouvait aller au commissariat de police déposer les 2 gosses et puis elle allait faire sa prière. Elle est revenue avec les 2 enfants, ils les ont élevés, la maman a disparu et les 2 enfants ont été sauvés. J'aime bien, et je pense qu'il y a là quelque chose d'universel. Je ne peux pas faire autrement. Alors ce que je ne peux pas faire, ce n'est pas forcément la même chose dans toutes les cultures, mais je crois qu'on a tous au fond de nous, j'y reviendrai tout à l'heure, un peu de l'universel, de l'inacceptable. Ou que l'inacceptable a une dimension universelle. J'ai une autre méthode pour trouver du sens. Moi j'aime bien un homme qui s'appelle Albert Camus, et j'aime bien ce qu'il disait en 1946, discours à New York, sur la crise de l'homme. Parce qu'il était interrogé, comment se fait-il, vous, monsieur Albert Camus, que parmi vos amis de la même génération, vous avez trouvé des hommes et des femmes qui ont été capables de se lever pendant la guerre, alors qu'ils ont été élevés dans un temps de nihilisme, première moitié du XXe siècle, où on a remis en cause la philosophie, les religions bien évidemment, la philosophie, les idéologies, on a remis en cause l'art, etc. Cet esprit de nihilisme était dominant. Comment se fait-il que parmi vous, des hommes et des femmes ont été capables de résister? J'aime bien ce qui est dit. Nous avons cherché nos raisons dans cette révolte qui nous avait laissé sans raison évidente de choisir la lutte contre le mal. Nous disions non à ce monde, à la civilisation de mort que nous voyions construire autour de nous. Simultanément, nous affirmions de façon positive quelque chose qui, en nous, refusait l'offense et ne pouvait indéfiniment se laisser humilier. Nous recherchions en nous ce qui refusait l'offense et ne pouvait se laisser indéfiniment humilier. Il y a là un projet universel. Est-ce que je suis capable de dire à mes frères et mes sœurs africains, américaines, indiennes, etc., dis-moi, là où tu vois l'offense, là où tu vois l'humiliation. Et peut-être que là nous allons retrouver quelque chose de l'humain. Moi j'aime bien la pensée d'Albert Camus, qui est pourtant pour le moins sceptique, mais qui n'est jamais inactif, puisqu'il est dans la révolte, à cause peut-être de ce scepticisme, je ne sais pas, je ne suis pas assez calé sur sa pensée, mais je l'aime beaucoup. Je trouve très important que nous nous interrogions de culture à culture sur c'est quoi le trop d'humiliation. C'est quoi dans ta culture le trop de l'offense. Vous pouvez faire ça d'ailleurs dans nos familles, y compris entre générations. Qu'est-ce qui pour vous est l'humiliation suprême? Qu'est-ce qui pour vous est l'offense insupportable? Ce serait intéressant de faire ça. C'est un premier pas d'universalité. Voilà, chers amis, c'était le rendez-vous entre droit humain, universalité et quelques rendez-vous, interdépendance, accroissement des inégalités, éclatement du monde, déboussolement de ce monde, les défis écologiques. L'universalité qui, je le répète, n'est pas l'uniformité, est à mes yeux, non pas la solution, mais le projet le plus réaliste pour essayer de relever les défis de notre monde d'aujourd'hui. Sur quoi est-ce qu'on va essayer de bâtir cette universalité des droits humains? Je vais vite, parce que j'ai un peu défloré certaines des idées. 1, c'est pas l'uniformité, on est bien d'accord. 2, la technique des droits humains repose sur cet appel à un dialogue que le droit de regard juridique impose, puisque tu as signé le même texte et j'ai signé le même texte, nous sommes en devoir de nous dire des choses, et en pouvoir de nous dire des choses. Alors à partir de là, sur quoi est-ce qu'on pourrait essayer de travailler, de construire l'universalité? 1, je l'ai déjà dit, l'universalité du refus de l'inacceptable. Je crois que dans toutes les cultures, il y a le refus de l'inacceptable. Ça n'est pas toujours les mêmes situations, mais ce qui est universel et commun, dis-moi ce qui pour toi est inacceptable. Et on a vu parfois des peuples, je pense à certains peuples africains, se bagarrer contre la déclaration de 48 parce qu'elle a été beaucoup conçue hors la présence des pays africains,
qui étaient colonisés, mais utiliser ensuite cette référence aux droits des peuples, aux droits humains, pour fonder, pour appuyer le refus de cette inacceptable colonisation, ou du moins situation dans laquelle la colonisation les avait mises. L'universalité du refus de l'inacceptable. Je trouve ça quelque chose d'extrêmement important. Je n'ai pas le temps de développer, mais je crois très très important que autour de la torture, c'est-à-dire de la chosification de la personne, il y a quelque chose qui est de l'ordre universel. Autour de la non-existence, il y a des humains et il y a des non-humains. Ah oui. Eh bien là-dessus, il nous faut nous interroger. Souvent ce n'est pas les mêmes d'ailleurs selon nos cultures ou nos pratiques, mais nous allons nous interroger, et le fait que j'ai signé interdiction des traitements inhumains me donne le droit de te poser la question, mais pourquoi tu fais ça? Pour moi c'est un traitement inhumain, ça atteint l'humanité, dis-moi ce que... Et puis réciproquement, etc. Sur le refus de l'inacceptable. Il y a un deuxième lieu possible pour construire cette universalité, c'est une universalité contrainte. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, on est dans le même bateau. Donc soit on est 15 à prendre la barre et on va se foutre dans le rocher, ça c'est clair, soit on essaye de se mettre d'accord pour essayer de trouver un barreur commun ou des techniques communes pour faire avancer le navire. C'est ce que j'appelle une universalité de contrainte. On ne peut pas faire autrement. Je suis dans le même bateau, il faut bien. Et pourquoi pas, si ça me permet de nous rapprocher les uns les autres. Il y a un troisième lieu d'universalité, c'est l'universalité d'empathie, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et moi, vous savez, il y a beaucoup d'études actuellement sur l'empathie. Je trouve ça assez intéressant, non pas qu'ils aient trouvé quelque chose de totalement nouveau, mais je trouve ça assez intéressant que des chercheurs, y compris d'ailleurs des scientifiques, voire même, y compris d'ailleurs des neurologues, vont dire, mais on a sans doute trouvé le lieu dans le cerveau qui est le lieu de l'empathie. Alors, je ne vais pas vous dire si cette théorie est vraie ou s'il n'est pas vrai, mais c'est par exemple un grand scientifique comme Rifkin qui nous parle de cette empathie comme étant quelque chose d'universellement partagé. Donc peut-être qu'un troisième lieu pour fonder cette universalité, après l'inacceptable, après la contrainte, je ne peux pas faire autrement, c'est l'universalité d'une empathie commune. Et puis peut-être qu'il nous faut chercher une universalité sur telle ou telle conviction commune. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des convictions universelles? Actuellement, c'est vrai qu'on voit plutôt l'éclatement des cultures, l'éclatement des États, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas à rechercher ce qui, comme conviction fondamentale, cette fois-ci, donc comme croyance, si vous voulez, qu'elle soit celle qui s'appelle l'humanisme, qu'elle soit celle qui s'appelle ou qui obéisse à telle ou telle spiritualité, qui soit celle qui obéit à la notion de nature, etc. Est-ce qu'il n'y a pas entre ces grandes convictions des points communs? Moi je pense que oui, petit à petit, mais il nous faut les chercher. Et puis, quatrième ou cinquième, je ne sais plus, lieu pour construire cette universalité, c'est l'universalité du dialogue, dont j'ai parlé beaucoup. Dans le dialogue. Et merci à Unidiver de nous donner cette occasion. De montrer que le dialogue, ce n'est pas simplement pour faire plaisir à une association, mais que c'est vital. Et que c'est dans ce dialogue que... Moi, je ne crois pas trop à la loi universelle ou à la morale universelle, mais qu'on va pouvoir trouver des lieux universels pour avancer ensemble. Je termine par quelques chemins d'universalité. Pour moi, il y a l'universel de la solidarité. C'est ce que nous faisons, les uns les autres, dans nos associations. L'universel où nous organisons notre solidarité pour dire à l'autre, à celui qui est dans des situations inhumaines, tu n'es pas tout seul. Moi, je l'ai vécu à travers l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Lorsque, président de la FIACAT, l'ACAT Roumanie me dit, tiens, il faut aller voir un prisonnier en Transnistrie. Je ne sais pas si vous savez où est la Transnistrie. C'est cette espèce d'enclave qui a été prise sur la Moldavie, au moment de Staline, qui est une enclave qui est restée tout à fait stalinienne.
Et voilà que mes gars, ils me disent d'aller là-bas. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais aller foutre? Déjà, j'avais du mal à la situer sur la carte. Et puis, bon. Il faut aller voir un condamné à mort, M. Ilascu. C'est un Moldave. Il a été condamné à mort en Transnistrie parce qu'il a refusé le régime soviétique, etc. Je vais y aller. On va être reçu très étonnamment par le vice-ministre de l'Intérieur, qui nous dit d'abord, mais qu'est-ce que vous intéressez à cet homme? C'est un bandit de grand chemin, c'est un criminel, il a, etc. Je lui dis oui, peut-être, mais en tout cas pour l'instant, toutes nos associations, Amnesty, ACAT, s'intéressent à cet homme qui s'appelle Ilascu, donc on veut aller le voir. Mais on insiste, écoutez, oui, allez-y, il nous a même proposé sa voiture, ce que nous avons refusé, et on va le voir. Et voilà que nous sommes deux, avec un interprète, à rentrer dans le bunker qui avait été construit pour Ilascu, le condamné à mort. Il avait reçu 8 mois avant la visite de la Croix-Rouge, c'était la seule visite qu'il avait reçue. On va parler, 20 minutes, on avait 20 minutes. Au bout de 20 minutes, évidemment, le gardien nous dit qu'il faut s'arrêter. Et Ilascu va me prendre les mains, il va simplement me dire « Merci, j'existe ». L'universalité, à travers le geste de solidarité qui brise la solitude. Je souhaite, chers amis, que dans nos associations, nous soyons capables de célébrer ces capacités que nous avons à briser la solitude qui tue, quelles que soient nos convictions religieuses. Mais pour le faire, encore faut-il que nous soyons unis autour de ce minimum commun que sont ces droits humains. Nous avons pu y aller, non pas parce que c'était l'action des chrétiens, non pas parce qu'on était pour ou contre, etc., mais parce que c'était la référence à la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Et là, le ministre, il était ennuyé de nous mettre à la porte. Si j'étais allé comme chrétien, mais moi je pense, bon, si j'étais allé comme anticommuniste, bien sûr je vous fous à la porte, puisque j'étais... Non, j'y vais simplement parce que l'article 3 interdit les traitements inhumains, l'article 3 de la Convention européenne, etc. L'universalité de la solidarité qui brise la solitude. Célébrons ces gestes-là. C'est pas des petits gestes. Souvent dans les associations, les gens me disent « mais moi je fais que des petites choses ». Arrêtons de dire ça. On donne la vie ou on ne la donne pas. On redonne l'espoir en brisant la solitude ou on ne le donne pas. Et je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans cette capacité que nous avons à briser la solitude, dans laquelle celui qui souffre, celui qui est déshumanisé se trouve. Je pourrais citer bien d'autres exemples. Deuxième chemin d'universalité, je n'ai pas le temps de le traiter, mais vous avez sûrement déjà travaillé cela dans Unidiver, c'est l'universalité à travers l'éducation. Je crois que nos choix doivent être des choix, nos choix éducatifs doivent être des choix d'éducation à la citoyenneté, mais à la citoyenneté universelle. Mais cette citoyenneté universelle, elle exige de tenir les deux bouts. Il faut que toi, petit Français, tu saches qui tu es, quelle que soit d'ailleurs l'origine de ce petit Français. Donc, attention, l'éducation à la citoyenneté universelle ne nie pas du tout le travail sur qui je suis, sur mes racines, sur mon histoire. Et très souvent, y compris dans nos mouvements, on saute cette étape-là. On est tout de suite citoyen du monde, sans savoir que nous, nos racines, elles plongent dans des cultures, dans des réalités, dans des histoires extrêmement précises. Donc, cette éducation à la citoyenneté universelle, cette éducation à l'altérité. Comment est-ce que je peux arriver aujourd'hui dans notre monde de dire à d'autres, peut-être aux plus jeunes ou non, mais il faut s'éduquer à tout âge, tu ne peux vivre que grâce aux autres. Alors quand je dis ça ne plaît pas beaucoup parce que c'est pas très pur. Le droit humain c'est intéressant, la dignité c'est intéressant, et je dis ta dignité à toi, elle va être respectée grâce aux autres. Parce que d'habitude c'est toujours, il faut que tu fasses un geste gentil pour les autres. Non, je pense qu'il faut arriver à démontrer que cette dignité, elle dépend de la manière dont d'autres vont la respecter, et donc la dignité de l'autre va dépendre de la manière dont tu la respectes. Universalité, éducation à la citoyenneté universelle, éducation à l'altérité. Troisième chemin d'universalité, c'est là où nous sommes, la construction d'un monde moins injuste.
construire une vraie universalité inspirée par les droits humains exige le combat politique. Le combat qui est mené en France aujourd'hui autour de la question de l'accueil des personnes déplacées est un combat central. C'est pas pour faire plaisir à telle théorie ou à tel leader. C'est un combat qui est central, mais il est éminemment politique. Car aujourd'hui, non seulement j'ai un projet de loi, mais j'ai également une opinion publique qui est manipulée depuis 40 ans contre les étrangers. Car ça fait 40 ans qu'on lui dit que les étrangers sont un danger. Alors il faudrait vraiment couillon pour ne pas finir par le croire au bout de 40 ans. Et donc on croit. Une majorité, je ne sais pas, en tout cas une forte proportion de la société française baigne dans cette peur de l'autre qui s'appelle en particulier l'étranger. Alors si en plus il est musulman, alors là c'est encore pire. Donc il y a là un combat politique central et il est évident que cette construction de l'universalité passe par ces combats politiques que nous pouvons mener. Le CCFD a beaucoup appuyé un projet de loi qui est devenu une loi française, qui est évidemment toujours insatisfaisante pour le CCFD en tant que tel, parce qu'on en veut toujours plus, mais sur le devoir de vigilance des grandes multinationales au regard des droits humains. Vous vous souvenez, 2013, le Rana Plaza, 1200 personnes tuées parce que le bâtiment s'écroule. Alors que 3 semaines avant, une commission avait dit attention, c'est dangereux. Mais le pognon n'attend pas. Et à partir de là, il y a eu un travail qui a été fait avec les députés pour faire une loi qui s'appelle, je répète, le devoir de vigilance. Oh, cette loi est modeste, mais elle impose aux multinationales qui ont plus de 5000 salariés de publier un plan de vigilance au regard de leurs activités par rapport aux droits humains. En quoi vos bâtiments ne mettent pas en danger la vie des gens, en quoi l'hygiène, en quoi etc. Vous me direz, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà énorme. Parce qu'à partir du moment où on peut mettre en cause la responsabilité, ça évitera que nos pullovers, nos trucs, etc., sont fabriqués au Rana Plaza, sous l'étiquette Carrefour, Auchan, etc., sans que Carrefour et Auchan puissent se voir reprocher quoi que ce soit, puisque c'est M. Trucmuche du Bangladesh qui le fabrique. Combat politique. Il y a des choses qui avancent très lentement. Combat économique. Le combat que le CCFD a porté depuis des années contre les paradis fiscaux. Alors moi, comme catholique, quand je parlais du paradis dans les églises, ça allait très bien. Mais quand je commençais à parler du paradis fiscal, alors là, j'étais un dynamiteur anti-économie, anti-banque, etc. Bon. Ben, aujourd'hui, on nous en parlait, même au Vatican. Aujourd'hui, on nous en parlait. Je ne dis pas qu'on ait fait grand-chose. Mais il y a des choses au G8, au G20, c'est à l'ordre du jour, on essaye d'en parler, d'avancer, etc. Universalité qui se construit à travers nos combats politiques. Et je peux vous dire que, à travers ma petite expérience du CCFD Terre Solidaire, que je sais combien nos partenaires, nos 650 partenaires dans 67 pays sont attentifs à cette dimension politique. Je vais m'arrêter là. Une petite histoire, excusez-moi, je ne vais pas citer mon bouquin, mais une histoire qui est dans mon bouquin. Elle n'est pas de moi. Elle a quelque chose, me semble-t-il, à voir avec l'universalité. Un vieux rabbin demandait à ses élèves « À quoi peut-on reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence ? Est-ce lorsqu'on peut distinguer de loin un chien d'un mouton ? Non. Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier ? Non. Mais alors, quand est-ce donc ? Demandèrent les élèves. Le rabbin répondit, c'est lorsque, en regardant le visage de n'importe quel homme, n'importe quelle femme, tu reconnaîtras ton frère, ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. L'universalité comme un lever de soleil possible. Merci.